Bon, bah écoutez, donc j'invite tout le monde à rallumer ses caméras et ses micros pour Au niveau temps, que... ça allait. C'est très bien, c'est parfait. Et donc maintenant, on a trois quarts d'heure pour discuter. Donc voilà, chacun peut peut-être se présenter au fur et à mesure qu'on prend la parole voilà, pour qu'on fasse un petit peu connaissance en même temps. Alors, est-ce que quelqu'un a une première réaction? Euh, euh, ben moi, je veux bien commencer. Vas-y, Pour Chantal. commencer, pour féliciter vraiment de cette superbe exposition. Je connais bien Aix, je connaissais moins Cagnane, mais je pense que ce qui m'a beaucoup, mais je te l'avais déjà dit, Ludovic, moi, intéressé, c'est effectivement l'application ensuite sur euh, cette place dans Cagnane, où on retrouve absolument tous les grands principes que vous avez développés avant. Voilà, je pense, j'ai pas assisté j'ai assisté à beaucoup de conférences de Carlos Moreno, évidemment, que je connais bien, mais je regrette de ne pas être allé celui d'Aix-en-Provence. Voilà, On va en tout faire cas, cette année. bravo, bravo, c'est Merci. très parlant. Et puis surtout, ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant, Théo arrive d'ailleurs, il pourra vous en parler, mais c'est que ces travaux, Ah, après, c'est ce que tu disais Chantal au début, hein, ont inspiré, ont inspiré la métropole, on va dire. Et du coup, il y a tout un travail qui est mené actuellement. Peut-être Théo, tu peux en dire un mot sur la métropole. Mais en gros, oui. on a été sollicité pour travailler sur la vie du quart d'heure. Oui, c'est ça, exactement. On répond à bonjour à tous. On répond Bonjour. à une demande de la métropole dont l'objectif est donc d'identifier, de repérer tous les espaces qui s'apparenteraient donc à la ville du quart d'heure dans cette logique d'intensification, etc. Et pour limiter l'étalement. Tout à fait. Toutes ces problématiques. En gros, ce qu'on vous a présenté sur Aix, on fait puissance 92 sur les 92 communes de la métropole Aix-en-Provence. Et on a déjà donc combien de centralités? 237 centralités sur toute la métropole. Donc, on retrouve évidemment les centres-villes, mais aussi, du coup, on a pu identifier des centralités secondaires qui gravitent autour de ces grosses centralités. Beaucoup en QPV d'ailleurs, ce qui nous a étonné, en quartier politique de la ville, ce que je disais tout à l'heure. Toujours aussi avec cette méthode d'isochrone, de lien avec la centralité à pied, etc. Par contre, on a été surpris par les chiffres. Alors, on a fait un peu évoluer la question des isochrones. On était sur des isochrones très larges là, pour Aix. Là, on les a un peu réduits parce qu'au final, 15 minutes, ça fait plutôt 30 quoi, quand on traverse. Si la question de 15 minutes en centre-ville, c'est quelque chose, 15 minutes dans un village, parce qu'on a une métropole spécifique, donc avec beaucoup de villages, 15 minutes dans un village, on est tombé dans le village voisin. Oui. Et au final, dans la métropole, on n'est que sur 40 et quelques % de la population qui vit à proximité de ces centralités. Bon, il y a des grandes questions en matière d'urbanisme et d'aménagement aussi qui vont se poser. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'avais enfin, j'ai plein de questions, évidemment, mais du coup, je vais en tenter de les hiérarchiser. J'ai bien compris que finalement, cette cartographie de ce qu'on pouvait appeler une centralité, c'était issu d'un recoupage entre le ratio d'équipement et la diversité des fonctions. Autrement dit, quelque chose qui, au départ, n'a rien à voir avec la mobilité. Et je voulais savoir, en fait, à part les isochrones, s'il y avait également une analyse du potentiel de marchabilité des quartiers qui sont donc jugés être une centralité, notamment s'il y a des analyses de connectivité, de sécurité des espaces publics, etc., pour finalement... autrement dit, enfin, ma question est la suivante, c'est est-ce qu'il y a des centralités qui seraient difficilement marchables? Alors, le travail qui a été fait là, sur Aix et celui qui se décline à l'échelle de la métropole, c'est un premier filtre, je dirais, qui permet, comme vous l'avez dit, d'identifier des secteurs où il y a ce cumul. Et après, nous, alors là, on est dans le travail d'agence d'Urba, c'est fort de ces constats. On a une première approche qui est d'aller vers la commune ou l'interco pour
expliquer ce qui ressort de notre analyse très base de données. Et après, c'est oui ou non, on va sur un approfondissement dans une étude urbaine où là, on va faire ce que vous avez dit, étudier la marchabilité, avoir un diagnostic de terrain, parce que si on faisait l'urbanisme qu'en filtrant des données, ça se saurait. Et donc, c'est là, c'est premier filtre, premier tamis, 213 centralités. Est-ce que ces 213 centralités seront demain 213 quartiers autonomes avec toutes les fonctions et à confirmer? Peut-être pas. Peut-être qu'il faudra se dire qu'il y a des secteurs où justement travailler plus sur le maillage et les raccorder sur du réseau de vous interrogez la mobilité, sur du réseau de mobilité pour aller vers le quartier voisin qui a tout, plutôt que d'aller et pas forcer le trait que je disais au début, de se dire on fait des petites poches où on a tout à 15 minutes et on va plus nulle part. C'est pas non plus la volonté. On a vu que la question de qualité de vie, de retrouver et d'espace public ressortait très vite. Donc l'idée, c'est ça. C'est après faire une étude plus approfondie et voir la collectivité si elle veut confirmer la centralité. Si c'est confirmable, parce que techniquement, comme vous dites, on peut retrouver plein de choses, et ou s'il faut plutôt dire comment on connecte ça à une centralité de proximité, pas trop loin. Pour autant, quand même, tu as raison. Et il y a quand même juste moi je voulais quand même juste un petit complément quand même important, c'est qu'on a 6 fonctions aujourd'hui. Peut-être qu'on aimerait bien en avoir 8 demain. Une 7e qui serait s'aérer, la densité d'espace vert par habitant. On ne l'a pas intégré dans notre approche du quart d'heure. On l'analyse après dans l'étude urbaine, hein. Mais quand même, voilà, ça c'est une nouvelle aménité qui est quand même importante. Aurélie en parlait peu et c'est vrai qu'on aimerait l'intégrer. Et quand même un indice de marchabilité. J'ai vu que récemment, il y avait les rencontres de Saint-Omer des agences urbaines. C'était des espaces publics. Et il y a des agences qui le font, qui analysent la densité d'espaces publics ouverts par habitant. Il paraît que ce n'est pas possible, mais je pense qu'on va y arriver. Un jour. Parce que c'est intéressant, c'est-à-dire aussi la largeur des trottoirs, aussi l'espace non occupé par la voiture, etc. Ça peut être un indicateur quand même qu'on pourrait arriver à traiter. Bon, pas facilement, mais on espère. Très bien. Céline, tu avais une question ou une réaction? Oui, merci Laurent. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je suis Céline Tixier, j'interviens en maîtrise d'usage. Je suis urbaniste également, basée à Aix-en-Provence et secrétaire générale de la SFU. La question que j'avais, c'était concernant les besoins spécifiques des différentes populations. Je pense en particulier aux adolescents et aux seniors. Comment est-ce que ces besoins sont intégrés dans la ville du quart d'heure et surtout, comment est-ce que vous envisagez l'évolution démographique? Comment est-ce que ça peut être pris en compte dans vos études sur la ville du quart d'heure et la mise en application? Oui, oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas encore bien développé. Enfin, on le fait, mais par ailleurs. On a lancé une démarche prospective avec la ville qui s'appelle Aix 2040, on essaie de projeter. Et là, on a des grandes tendances macro qui se dégagent. Bon, on sait que c'est pas un scoop, hein, mais la ville va vieillir comme partout, avec aujourd'hui 25% de la population qui a plus de 60 ans. Demain, ce sera un habitant sur 3. Donc, le vieillissement et l'impact démographique de ces grandes tendances, il n'est pas tellement sur les jeunes, encore que, bon, il y a un sujet, hein, bien sûr, mais c'est plutôt sur comment on adapte la ville au vieillissement. Et ça, on ne l'a pas encore croisé avec la ville du quart d'heure, mais ça serait intéressant de le faire. Le problème, c'est que ces projections sont très macro. Rentrer dans des échelles, c'est compliqué de le rentrer à l'échelle d'un quartier, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Hein. C'est vrai que sur la démarche ville du quart d'heure, telle qu'on l'a présentée, et, comme nous l'a dit, elle est en train d'évoluer parce que, une fois qu'on a posé le concept, on voit qu'il est quand même très empirique et qu'il va sur l'essentiel. Hein, manger, se soigner, s'éduquer, on est presque sur les couleurs primaires de la vie. Et c'est vrai que l'étape 2, une fois qu'on a réalisé ça, c'est de croiser un peu plus. C'est exactement un petit peu dans la même veine que la question de M. Mignot. C'est, oui, on est loin, mais est-ce qu'on est loin parce que techniquement, on ne peut pas être prêt parce que, je me rappelle, on avait eu un cas sur Jouques où, quand on regardait une carte, il y avait un secteur qu'on pouvait ouvrir à l'urbanisation qui était sur carte collé au centre-ville, sauf que quand on était là-bas, c'était avec une colline et il fallait
c'était inaccessible et c'était pas à côté, quoi. C'était sur plan à côté, mais en volume pas à côté du tout. Et là, c'est vrai que ça, ce que vous dites aussi, c'est on peut avoir un quartier où il y a beaucoup d'équipements qui ressortent un taux d'équipement fort sur du city stade, du sport, etc. Mais rien pour les personnes âgées. Donc après, c'est une question. Ça ramène toujours après à l'étude plus fine et urbaine, c'est dire voilà, on a bon, il y a des petits trous dans la raquette et il faudrait peut-être forcer le trait sur des équipements plutôt tournés sur les jeunes ou sur les plus âgés, des logements qui sont certes denses mais trop excluant, on va dire, la famille, trop petit ou mal isolé, etc. Donc, après, c'est tout ce travail de niveau 2. L'exemple de la place Romain Villeneuve est clair, hein, ça a été identifié par rapport à notre maillage comme un point fort. Là, aujourd'hui, on est dans le projet urbain qui va aller plus en détail. Voilà. Et ça va être reporté à toutes ces centralités. Là, on a analysé la centralité de Puricard. C'est vrai que la problématique de Puricard sort comme étant une identité de ville du quart d'heure, c'est pas en gagnane. Il y a des besoins sur Puricard, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes par rapport à la population, à ce qu'il y a déjà de présent et ce qui manque. Ça, c'est l'étude d'après qui nécessite un autre travail urbain. Enfin, tout à fait. Après, là, on est en train d'essayer de voir avec Théo aussi si ces 237 centralités métropolitaines et les 16 aixoises, par exemple, sont dans une dynamique de croissance démographique, de stagnation ou de déprise. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, on peut le faire, parce que là, on a des tendances. On essaie. Bon, on travaille quand même avec une chaîne qui est infracommunale, et donc c'est vrai que le traitement des données, etc., ça prend du temps, c'est pour ça qu'on n'a pas pu tout traiter sur la première phase. Et alors, vu que personne n'a levé la main, je continue. Et après, Samuel, je te passe la parole. J'avais juste une question par rapport à la fonction travail, hein, parce que effectivement, dans les travaux de Moreno, voilà, elle passe en second plan, alors que historiquement, notamment la loi de Zahavi, hein, avait calé quand même beaucoup flux de mobilité en fonction de travail, avec cette constante des 35 minutes, quel que soit le mode de transport. Du coup, comment est-ce que vous revisitez ces mobilités liées au travail dans le cadre de la ville du quart d'heure, à part la mixité des fonctions qu'on a bien compris, mais finalement, par rapport à un désir de ville du quart d'heure, je dirais, est-ce qu'il n'est pas contrebalancé par la des 35 minutes pour aller travailler, qui jusqu'à présent s'est traduit plutôt par un étalement urbain depuis 40 ans. Alors, peut-être premier élément de réponse, après je vous laisse compléter. Ouais, fonction de travail, déjà sur la base de données, on a des choses organisées. C'est quoi les fichiers on utilise les fichiers France Business, donc c'est pareil, on a à l'échelle infracommunale, donc c'est un peu compliqué d'avoir des données très en accord avec le règle. Et du coup, on utilise le carroyage France Business qu'on racole à nos carreaux philosophie. On a un nombre d'emplois, mais par contre, on ne sait pas quel type d'emploi, parce qu'à l'infracommunal, on ne peut pas le savoir. Surtout, on n'a pas de données par rapport au trajet. On ne sait pas d'où viennent les personnes qui travaillent dans ces centralités, parce que vu que on peut le faire de commune à commune, mais à l'infracommunal, on ne peut pas le faire. Ouais. Alors, peut-être en complément aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va croiser maintenant ces données-là. Donc, nous, on a localisé notre emploi dans des carreaux. On a fait nos centralités de la ville du quart d'heure et parallèlement à ça, la métropole a lancé un travail auprès de l'OFCE et de Villes Vivantes où ils ont analysé l'OFCE, l'accessibilité de chaque carreau. En l'occurrence, ça tombe bien, c'est les mêmes que les nôtres. Chaque carreau de la métropole a une accessibilité théorique à 50 000 emplois, qui revient à ce que vous dites. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on va croiser les deux pour voir si nos villes du quart d'heure sont dans cette logique d'accessibilité à l'emploi ou pas, sans des pôles d'emploi ou pas. Oui et non. La réponse est oui pour Marseille et pour Aix. Non, ailleurs. Parce qu'on est sur des trop petits villages, voire même des villes moyennes qui ont déserté. Mais quand même, ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur l'évolution récente de l'emploi, le développement de l'emploi de nos salariés, qui sont des tendances quand même récentes et qui montent fort, et le télétravail,
Oui. On a montré que dans la métropole, on avait 40% des actifs, des emplois qui étaient télétravaillables et seulement 12% des actifs qui télétravaillaient régulièrement. Donc, vous imaginez le potentiel. Je vais juste, avant de prendre les autres questions qui sont à l'écran, apporter une petite précision qu'on aurait pu donner au départ. J'imagine que vous connaissez tous les agences d'urbanisme, mais concrètement, quand même, pour faire ces travaux, il faut qu'on ait une commande. Oui, on ne peut pas travailler, enfin, on n'a pas de fonds propres, je dirais, dédiés, enfin, on en a un petit peu, pour approfondir et analyser, comme vous dites, refaire des croisements. Donc, on se met dans des niches. Là, on a été missionné par la Midex pour éprouver la question de la ville du quart d'heure sur Aix. On a développé le concept sur la métropole. On essaye aujourd'hui que la métropole nous demande de meilleurs croisements et justement d'aller sur des choses plus fines. Mais si on n'a pas parmi nos adhérents quelqu'un qui nous saisit et qui nous missionne pour approfondir et améliorer, au bout d'un moment, on ne peut pas s'auto-saisir constamment pour améliorer. Donc, c'est le petit biais, c'est qu'on a plein d'envie, on pourrait faire plein d'autres croisements et aller à l'envie, avoir des outils qui sont de plus en plus performants. Ça reste bloqué sur il faut que quelqu'un ait envie de nous donner envie. Ben voilà, on va pas appeler Johnny, là, mais on a ce petit frein qui est de la commande publique sur ce type d'analyse. Donc voilà, c'est une précision. On espère toujours allécher nos adhérents pour qu'ils nous en demandent plus, mais parfois, pas de politique fiction, mais on espère qu'avec les réductions des finances publiques qui arrivent, là, on reste dans cette dynamique où on pourra encore analyser plein de choses pour être encore plus performant. Voilà. Excusez-moi, je plombe un peu l'ambiance. Non, mais je comprends très bien. Je comprends très bien, mais Carlos Moreno, maintenant, sur Paris, il parle de la ville du quart d'heure et du territoire de la demi-heure. Donc, ça brouille un petit peu les cartes et en fait, on a le sentiment qu'il revient en fait sur en fait, ce qu'on sait depuis très longtemps sur plutôt la demi-heure pour le domicile-travail. C'est un peu le sentiment que ça donne. Samuel, tu avais une question. Oui, bonsoir. Merci pour votre exposé qui était très éclairant. Je travaille en Val-de-Marne en collectivité et j'avais deux questions. Est-ce que votre commanditaire sur les Aix-en-Provence et l'autre quartier que vous avez présenté vous a demandé de cartographier la vitalité du tissu associatif? Je pense à ça parce que ce qui m'a frappé dans les citations des habitants, c'est le fait de trouver des lieux de rencontre. Rencontrer son voisin, rencontrer de manière volontaire choisie ou de manière involontaire. Je pense que c'est vraiment un enjeu. Donc, je me disais que le tissu associatif qui contribue à l'urbanité d'un lieu, à la vitalité, à la fraternité d'un lieu, peut être intéressant à analyser. Et ma deuxième question, c'était est-ce que les ordres de professionnels de santé, ordre de médecins, ordre d'infirmiers, ou même l'État, à travers l'Agence régionale de santé, est-ce qu'ils sont sensibilisés à cet enjeu de la ville du quart d'heure? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des hôpitaux à un quart d'heure de chez soi, c'est impossible. Par contre, il peut y avoir des installations de professionnels de santé favorisées par l'État, justement. Merci. Ouais, très bonne question. Peut-être, si vous voulez, qu'on prend les trois questions et puis comme ça, vous faites une réponse groupée, parce qu'il y avait également Charles qui voulait aussi intervenir. Ah, ton micro, Charles, ton micro est coupé. Pardon. Oui. Non. Voilà. Bonjour. Bonjour, Charles. Bon, j'ai eu un problème de connexion, ce qui fait que je n'ai pas entendu le début de l'intervention. Je regrette d'abord, mais deuxièmement, peut-être que ma question est donc superflue. Dans les acteurs, il y a bien entendu les acteurs décisionnaires publics, il y a bien entendu, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Samuel sur la vie associative, mais il y a aussi tous les acteurs dont la logique est profondément économique. Est-ce qu'ils ont fait, ou est-ce qu'il existe d'une autre manière, des études qui montrent quel est, en termes de quantité, le type de population qu'on doit avoir, et donc en termes de densité, en termes de nature, de diversité, etc. Est-ce qu'on a étudié dans l'autre sens, non pas pour l'implanter,
Mais dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il faudrait avoir eu pour que ça marche, en gros? Alors, peut-être qu'on peut déjà répondre à ces deux questions, puis après, on prendra celle de Yolène et de Bruno. Oui. Allez, Yolène, une question? Ouais, sur le tissu associatif, quand nous, on a travaillé sur l'identification de ces centralités, du coup, on cherchait à pouvoir le faire donc, sur les 237 centralités. Et à cette échelle-là, on ne pouvait pas identifier précisément le nombre d'associations, enfin les associations qu'il y avait dans chaque centralité. À l'infracommunal, on avait regardé un petit peu, c'est très compliqué, donc c'est quelque chose qu'on a pris en compte pour l'instant. Mais en effet, à l'échelle d'une centralité, après, pour des études plus précises, on pourra identifier le tissu associatif, mais on peut le faire pour une centralité, c'est plus compliqué de le faire pour les 237 de la métropole. Le problème de ces bases de données, c'est qu'elles sont déclaratives, quoi. Donc, une association se crée, il y a une personne dans l'association, il n'y a jamais rien, c'est clair. Enfin, voilà, à contrario, une autre a fermé, ils n'ont jamais déclaré. Enfin, ouais. Malheureusement, hein, c'est un vrai. Ouais. Mais là, il y a zéro fiabilité. Et voilà. Bon, en l'occurrence, et c'est vrai que vous avez raison, Samuel, c'est qu'on est dans un quartier en Cagnane. L'association associative est très forte. Alors, il y a la maison des associations, il y a une vraie dynamique associative, c'est un contrat de ville métropolitaine, donc il y a même toute cette dynamique aussi autour du partage, de la concertation, etc. Donc, il y avait ce sujet-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a deux sujets en un, finalement. Il y a le sujet de l'engagement, on va dire, associatif, et le sujet de est-ce qu'on peut se retrouver quelque part, discuter, est-ce qu'il y a des agoras, ce qu'on a appelé agora un peu pompeusement, mais des lieux au moins où les gens peuvent se retrouver, discuter, mixiter des fonctions, des usages, des jeunes, des lieux. Voilà, donc bon, tout ça, ça a été aussi un aménagement. Et par l'aménagement, on a pensé le répondre à ces questions-là. Sur les professionnels de santé. Les professionnels de santé, on n'a pas cherché, bien sûr, à repérer les personnes à 15 minutes de l'hôpital, ça aurait limité l'exercice. On a défini la notion de professionnel de santé en disant qu'il fallait avoir surtout du médecin généraliste. Mais aussi pharmacie, quand même. Et pharmacie. L'idée, c'est quand même que on ne soit pas dans ce qu'on appelle un désert complet d'offres de soins et ni trop spécialisé. C'est pas parce que dans un quartier, on a 4 kinés que d'un coup, on est dans un quartier qu'on considère fortement équipé en termes de. Donc, il fallait un peu de diversité et, je dirais, un minimum. La base, quelques généralistes, un laboratoire d'analyse médicale et pharmacie. Voilà. Pour qu'on considère que le minimum était fait. Voilà, c'est. Ouais. Mais alors, l'ARS, par rapport à l'ARS, la question est claire. Alors, c'est quelque chose qui est en devenir. L'ARS est fortement intéressée par améliorer cette connaissance. On est en train de signer à l'échelle de la région Sud. On est missionné par l'ARS pour essayer de monter un réseau avec les 4 autres agences de la région Sud pour travailler ensemble sur ce qu'on appelle un urbanisme favorable à la santé. Alors, on avait commencé dans le cadre du PLUI d'Aix-en-Provence, mais ça s'est fait aussi, ça s'est décliné sur Aubagne, sur Marseille et demain sur Salon et Istres qui sont en devenir, d'avoir ce qu'on appelle les orientations d'aménagement, où on parle de la qualité de vie et où la question de la santé est approchée. Donc là aussi, c'est des sujets en devenir. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Nos commanditaires qui sont aujourd'hui la métropole nous demandent d'avoir cette approche. On est, début de mon intervention, dans la continuité de la période Covid où la question de la santé a pris sa place. Et l'ARS, qui est sur ce coup-là le meilleur, va sans doute, enfin, on va travailler avec eux, avec leurs données. Donc, on aura sans doute accès à des bases qui nous de praticiens, mais aussi d'avoir des données sur la qualité de l'air, les questions de la ressource en eau, etc., beaucoup plus performantes pour améliorer la connaissance qu'on a fait en première intention avec cette analyse. Ouais, mais je pense que ça peut les intéresser à double titre. Eux, ils ont souvent une approche, je caricature, mais un peu communale. Là, on rentre dans de l'infracommunal et on mixe des fonctions de santé essentielles. Donc, c'est vrai que cette répartition géographique, elle est intéressante. D'ailleurs, si vous êtes abonné à notre site internet, mais si vous verrez. L'abonnement est gratuit. Non, c'est pas Netflix. Il est très bon. Non, mais en gros, on va sortir des cartes là maintenant sur la base de ce travail-là.
on va essayer d'en sortir tous les mois, sur la densité d'équipements de proximité, de commerce de proximité, d'offres de santé, etc. Enfin, c'est-à-dire toutes ces bases-là, on va les décliner à des échelles fines. Ouais. C'est les fameuses cartes de chaleur. Et ça permet d'être un peu plus en open data. Oui, tout à fait. Et sur le dernier point, peut-être, de M. Lambert, sur le lien entre densité et offre, finalement, est-ce qu'il y a des densités ou des niveaux qui feraient un peu référence en la matière? C'est difficile, hein, c'est difficile. Par contre, ce qu'on observe très clairement, déjà, c'est quand même que, bon, dans la corrélation entre offre de commerce et services de proximité et centralité de la ville du quart d'heure et densité, il y a quand même une corrélation, hein, et plus c'est dense, forcément, plus on a de chances de retrouver cette ville du quart d'heure. Ouais. Et bon, après, il y a des densités qui changent énormément. Hein. Marseille, au centre de Marseille, on est sur quasiment 20 000 logements au kilomètre carré. C'est pas loin de villes comme Chambéry. Aix, on est à 11 000 logements. Et puis, dans des villages, on va tomber à 1 500 logements. Mais c'est déjà très dense. Donc, effectivement, mais ça, on peut le faire, hein, l'exercice, c'est-à-dire faire un axe avec densité des centralités et densité d'offres de proximité. Et on va voir que la corrélation, elle est claire. Très bien, merci beaucoup. Alors, Charles, tu as toujours éteint ton micro si tu voulais réagir, mais sinon, tu passes après Yolène et Bruno. Donc, Yolène, on vous écoute. Oui, non, je prends la parole juste pour prêter ma voix à Clémence dans le chat qui n'a pas de micro et qui posait une question. De quelle manière avez-vous mobilisé les citoyens et lesquels? Donc ça, j'imagine, Clémence, que vous posez la question par rapport à l'étude de cas donc de la place de Romée de Villeneuve. Vous avez évoqué, Serge et Ludovic, la participation des... Oui. Alors, avant d'arriver sur Romée, globalement, sur l'analyse ville du quart d'heure qu'on a faite à la fois pour la métropole, enfin, pour la ville d'Aix, puis pour la métropole, on est resté sur de l'analyse de base de données. Voilà. C'est dans l'étape 2, quand on a une étude urbaine qui nous est demandée, et donc là, pour l'instant, la seule qu'on ait eue, enfin non, on a eu plusieurs. On a eu Ricard, Célonie, et enfin, les seuls qu'on ait eus sur la ville d'Aix, de travaux d'approfondissement. Il y a alors, pour Romée de Villeneuve, c'est un bureau, comme l'a dit Ludovic, extérieur qui a été chargé de recueillir la parole des citoyens. Ils ont fait des enquêtes. Voilà, enquête. Pour les autres, là aussi, vous pourrez voir notre méthodologie sur notre site internet. On a développé un outil de concertation qui s'appelle Dessine-moi, entre guillemets, ton quartier. Donc, on a fait Dessine-moi Célonie, on a fait Dessine-moi Puricard. On aurait pu faire Dessine-moi en Cagnane, mais là, c'est une autre méthode qui a été faite, où en général, on fait des ateliers où on s'appuie là aussi sur le réseau social, les CIQ, les comités de quartier existants dans les secteurs, pour inviter un maximum de personnes à s'exprimer sur les projets, à travailler en atelier, éco-construire et recueillir comme ça la parole de l'habitant. On l'a fait à Aix, on l'a fait aussi sur d'autres communes, mais c'est aujourd'hui un appui qu'on développe en offre de services là aussi à nos adhérents pour aller plus loin que l'analyse de la donnée brute et sortir un peu de quelque chose de trop mathématique. Ouais. Une précision, il faut excusez-moi parce que je ne veux pas qu'on oublie, la consolidation des bases, on le fait aussi à l'échelle de la Fédération nationale des agences urbaines. On a un travail qui a été fait, vous pouvez voir ça aussi sur notre site, d'avoir une analyse de 3600 centres à l'échelle nationale. Et on s'auto-nourrit de commandes nationales aussi pour s'améliorer localement. Il y a ce retour d'expérience du terrain qui alimente cet atlas national des centres-villes qu'on a développé aussi sur une idée originale de nous-mêmes à l'échelle nationale. Et on essaye d'avoir aussi cette itération avec des apports d'autres agences. Parce qu'on a fait aujourd'hui dans vos demandes, on l'a aussi de questionnement d'autres agences qui ont d'autres prismes parce que d'autres commandes et d'autres attentes de leurs adhérents. Donc, on essaye justement avec cette pluralité, en multipliant les portes d'entrée, d'avoir un outil qui s'améliore au fil du temps. Merci beaucoup. N'hésite pas, Clémence, à poser d'autres questions sur le chat, hein, puisque tu n'as pas de micro.
Bruno, vas-y, la parole est à toi. Oui, bonjour, donc Bruno Ferraxi avec un seul R, parce qu'il y a un Marc Ferraxi qui n'est pas de mon côté, qu'avec 2 R lui. Bon, mais c'est un détail ça. Donc, Sociétaire SFU. Non, alors moi, enfin, c'est un concept très intéressant, la ville du quart d'heure, évidemment. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve assez intéressant, c'est cette idée de polycentralité, notamment, qui me paraît enfin, une approche assez différente de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. En revanche, à mon avis, alors donc l'idée c'est de répondre à 6 fonctions enfin, qu'on peut remplir ou pour lesquelles on peut être satisfait avec, en marchant moins d'un quart d'heure. À mon avis, c'est bon. Alors, d'une part, c'est évidemment, ça répond à ça pour les usages quotidiens, mais il faut penser quand même aux usages exceptionnels. Par exemple, quand on s'épanouit, je prends un exemple. Bon, je parle toujours de moi. Mais bon, moi j'habite à Lille, dans la métropole lilloise. La semaine dernière, il y avait un très bon festival de jazz à Tourcoing, pas à Lille même, et il fallait plus d'un quart d'heure pour y aller à pied. Hein. Donc, il y a quand même parfois des moments où il faut plus d'un quart d'heure à pied. Mais surtout, et alors moi je pense au travail, et notamment au travail les moins qualifiés, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas s'exercer avec du télétravail en particulier, c'est-à-dire le gars qui est manutentionnaire dans une grande zone logistique, l'infirmière qui est dans un hôpital très important, etc., mais qui n'a pas les moyens de se loger à proximité parce que l'hôpital est dans un quartier où le niveau de loyer est tel qu'il n'a pas... Ou bien encore, je ne sais pas quoi, les techniciens de surface, comme on dit, enfin, les femmes de ménage ou les hommes de ménage, qui vont nettoyer les bureaux de la Défense entre 4h et 6h du matin, ils n'habitent pas à la Défense. Ils habitent plus d'un quart d'heure à pied. Donc je pense que la ville du quart d'heure, ça ne répond pas à tout. Et je ne voudrais pas qu'on croie que ça répond à tout, parce que c'est un peu ce que j'ai cru entendre, quoi. Voilà. Le problème, c'est, alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est l'idée des polycentralités, mais ce que j'ai pas entendu évoquer, c'est comment on maille ces différentes centralités entre elles. Et la ville du quart d'heure, sans ce maillage, à mon avis, elle répondra pas. Enfin, il manque quelque chose, quoi. Voilà. C'est fini. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Alors, première remarque, on s'est déplacé à Lille et on leur a présenté à l'agence urbaine de Lille pour leur présenter nos méthodos et là aussi s'auto-enrichir avec eux, leur approche et les demandes locales qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. La ville du quart d'heure, quand on considère qu'on a une centralité du quart d'heure, je suis passé peut-être rapidement tout à l'heure, mais c'est qu'il y a 4 des fonctions sur les 6 qui sont remplies. On sait pertinemment, et heureusement, je dirais, que l'idée, ce n'est pas de créer des bulles qui commencent à être parfois les détracteurs de ce concept, où on a tout à un quart d'heure, et où, comme vous dites, l'infirmière habite à 15 minutes de son hôpital et n'achète qu'au commerce qui est à 15 minutes de chez elle, et enfin, elle ou lui, voilà. L'idée, c'est que le concept, c'est que quand on a une densité de population, d'équipements commerciaux, culturels et de soins, est-ce qu'on a tout pour faire un quartier qui a une centralité, ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir tout ça et devoir aller travailler ailleurs ou devoir aller éventuellement pour mieux consommer ou consommer différemment ailleurs. Donc, c'est ça le concept. Ce n'est pas les 6 forcément au même endroit à 15 minutes, c'est au moins 4. Et travailler bien sûr sur le maillage, parce que l'idée, j'ai essayé un petit peu de le dire sur Aix-en-Provence, ne serait-ce que par la question des places, c'est pas de dire demain, Armagnan a sa place, hors de question que les gens aillent au quart d'heure ou à la rotonde ou sur la place des pêcheurs. C'est bien sûr, c'est au contraire, c'est qu'il y ait cette itération et que cela fonctionne, et bien sûr, ça réinterroge la mobilité c'est comment on peut passer d'un quartier à l'autre et retrouver. Après, le caractère exceptionnel d'événements, ça, on ne peut pas le prendre en compte. C'est comme si demain, on mettait à Marseille, l'occurrence des matchs de foot avec l'OM. Notre modèle tombe complètement à l'eau. Oui, enfin, c'était juste pour illustrer la question de la nécessité du maillage. Oui, on est complètement. Et sur le maillage, peut-être en complément aussi, il y a toute une réflexion qu'on mène aujourd'hui avec le service mobilité de la ville et la métropole, parce que on s'est rendu compte qu'il y a un plan vélo qui est en train d'être élaboré.
donc mode doux, voie cyclable, enfin la totale, quoi. Mais sauf que ce maillage n'est pas forcément connecté à ces centralités. Donc, un des enjeux, c'est peut-être parfois de faire des ajustements pour justement connecter tout ça, quoi. Et je finis parce qu'il y a d'autres questions. Ça pose aussi, notamment sur la métropole dans laquelle nous travaillons, la métropole Aix-Marseille-Provence, on a beaucoup de villages. C'est que le maillage s'opère entre les villages. On a parfois des centralités qui sont quasiment à 15 minutes. Vous disiez que vous parliez de vous, mais je peux parler de moi. Moi, j'habite Gréasque, on est à 15 minutes à pied de Fuveau. Il y a des choses, il faut que les deux villages travaillent ensemble. Il y a des événements qui se font à Fuveau et qui peuvent intéresser le village de Gréasque. Il y a un musée de la mine à Gréasque, il faut que les Fuvelins puissent venir. Il y a une offre commerciale et il faut que les deux villages, ne pas rester non plus dans la chapelle, sinon on n'y arrivera pas. C'est comment on arrive. On peut partir sur le festival de la Roque d'Enterron qui est au nord de la métropole. C'est vrai qu'il fait une offre culturelle pour les petits villages qui sont à côté. Chaque village ne va pas avoir son festival, mais il y aura d'autres choses qui se feront à Saint-Estève-Janson, à Purica, au Puy-Saint-Préparade. Et il faut qu'à 3, ils arrivent à 3 ou à 4, dans certains secteurs, on arrive à retrouver. Le maillage est essentiel. Voilà, j'arrête là-dessus. Alors, merci beaucoup. Je peux peut-être ensuite Anne-Sophie également après avait également une réaction. Alors vas-y Charles, on t'écoute. Oui, moi je voulais réagir, mais à force, quand il y a d'autres choses, j'ai 3 réactions, mais je vais les faire extrêmement rapides. La première, il y a une valeur à cette notion de ville du quart d'heure, enfin, celui qui l'a lancé et celle qui l'a reprise en France, qui l'a beaucoup aidé, qui est le maire de Paris. La première chose, c'est qu'on fait prendre conscience aux gens qu'il y a des marges de manœuvre, qu'on peut manipuler un peu cette espèce d'ensemble dans lequel beaucoup ont dit, bah, écoutez, on a tout essayé, ça ne marche pas, etc. etc. C'est une première vertu, donc je crois qu'il faut se souvenir de ça et le dire à nos élus, à nos interlocuteurs. La deuxième chose, par rapport à ce que disait Marc Ferracci et la discussion sur l'emploi et le temps, je crois qu'on ne peut pas tout réussir et il ne faut pas tout mélanger. On est dans une société aujourd'hui où, heureusement, on a conservé l'attachement au lieu de résidence parce que c'est le lieu de vie sociale, c'est le lieu d'identification des personnes, des enfants, etc., etc. Et par définition, la société, on va dire, contemporaine, moderne, etc., elle instaure la mobilité de l'emploi dans une carrière. Par définition, dorénavant, les gens se prévalent d'avoir 3, 4, 5, 6, 7 emplois dans leur vie, volontairement ou non, etc. Donc, effectivement, je crois qu'on ne peut pas arriver à résoudre cette question. Mais ce n'est pas la réaction que je voulais avoir après la réponse à ma question, qui était sur les quantités nécessaires pour réussir. Et la façon de prendre la question, est-ce qu'on la prend en disant je vais prendre un périmètre, dire là j'ai un quart d'heure, donc c'est là où je vais mettre quelque chose, ou si au contraire on dit je prends les acteurs et je leur dis où est-ce que vous êtes prêts à investir. Alors, je réponds, moi, que dans toute ma carrière professionnelle, ça se voit pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu une très longue carrière professionnelle et toujours en consultant, c'est-à-dire jamais attaché à un seul lieu et jamais attaché à un seul lieu pendant 10 ans sans bouger tous les jours. Et je me rends compte que nous avons fait une erreur monumentale. En France, il y a beaucoup de nos collègues qui nous ont aidés à cela d'ailleurs, mais oublions ça, l'urbanisme n'est pas une discipline publique. Ce n'est pas une discipline qui est l'apanage des services publics, qui est l'apanage du système qui fait qu'il y a une représentation de la population. C'est l'apanage de tout un système et un mode de vie, et avec des acteurs divers qui ont des logiques diverses. Et les urbanistes feraient bien de se préparer à ça, c'est-à-dire qu'il y ait également des urbanistes dans les grandes entreprises commerciales, dans les fabricants de voitures. Je dis ça à dessein parce que j'avais essayé moi-même
de m'approcher des automobiles Peugeot. C'était les années 95 et j'étais allé jusqu'à ce que le président me fasse venir devant pas le conseil d'administration, mais le comité de direction qui se réunissait tous les lundis matins à 8 heures. Il y avait 6 personnes de tout le groupe Peugeot. Le président a donné l'intérêt qu'il trouvait à l'approche de la ville pour un groupe comme Peugeot. Il m'a passé la parole, j'ai essayé de montrer comment on pouvait introduire ça dans l'entreprise. La réponse des 5 autres, je ne parle pas de moi, je parle de 5 autres membres du comité de direction, a été faite par la directrice commerciale qui a dit « Président, moi je veux bien qu'on s'amuse, mais on ne vendra pas une voiture de plus pour ça ». Donc ça veut dire qu'on n'avait pas réussi à faire comprendre que ça dépend à quel terme on se place aussi. Donc il y a toutes ces logiques-là qu'on doit introduire, qui ne sont pas seulement les logiques publiques, les logiques de production physique des lieux, les logiques de budget. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Oui, alors on va d'abord prendre la question ou la réaction d'Anne-Sophie, puis ensuite moi je voudrais peut-être ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Charles. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc Anne-Sophie Avezou, je suis, alors j'ai une formation d'urbaniste, je travaille en région parisienne, dans une agglomération dans le sud de la région parisienne qui comprend 23 communes. Alors déjà, je vous remercie pour votre exposé très intéressant sur ce sujet de la ville du quart d'heure. Et justement, vous avez été nombreux à anticiper un peu ma question sur le territoire de la demi-heure, en fait. Parce qu'effectivement, voilà, c'est un sujet quand même fondamental sur lequel nous travaillons. Je dis nous, différents urbanistes au sein de ces agglomérations du périurbain parisien. J'aurais tendance à dire que la ville du quart d'heure, ça fait un moment qu'on se penche sur cette question, et surtout quand on travaille sur des villes historiques avec des vraies centralités existantes. Je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais en tout cas, on a déjà un certain nombre de fonctions qui sont présentes. En revanche, voilà, le sujet des villes nouvelles, parce que alors, moi, je suis sur un territoire avec 2 villes nouvelles, historiques maintenant, qui ont 60 ans. Hein, c'est à la fois la ville d'Évry, Courcouronnes, et la ville de Lieusaint avec le Carré Sénart. Donc, je crois que vous connaissez tous très bien ces sujets. Se pose vraiment la question des différentes centralités sur ces vastes territoires et comment peut-on faire toutes ces centralités. On sait bien que ce n'est pas possible, et comment on fait en sorte justement que les habitants de ces territoires aient accès aux centralités principales. Voilà, c'était ma question. Je pourrais développer éventuellement. Oui, merci beaucoup. Je pense que ça rejoint de réponse. Oui, non. Ah, non, oui, prends tout. Finissez peut-être. Non, je voulais juste... Effectivement, la ville du quart d'heure, d'abord, elle ne vient pas de nulle part. Elle a repris l'héritage en fait des travaux de Jean Poulitte sur l'accessibilité. Donc Jean Poulitte, qui était l'ancien président de l'IGN, mais aussi préfet de l'Île-de-France, justement. Et lui, quand il a fait le schéma d'aménagement de 1994, il a théorisé ce qu'était l'accessibilité, hein, qui n'est pas la même chose que la mobilité. Et c'était de ce temps un petit peu incompressible de la demi-heure ou des 35 minutes, mais quel que soit le mode de transport. Donc finalement, l'idée qu'effectivement, dans les régions très intenses ou denses, on pouvait avoir accès à plusieurs milliers d'emplois en un quart d'heure ou en une demi-heure à pied, mais que dans des territoires un peu plus périurbains, c'était le même bilan, mais en voiture. Et finalement, ce rapport que le temps finalement est le même, mais que le moyen de transport change selon la typologie des tissus urbains, c'est quelque chose qui est quand même assez ancien, qui avait d'ailleurs été théorisé aussi à l'époque de la construction des villes nouvelles. Et en fait, on oscille toujours finalement entre ces théories de l'accessibilité
et les théories de la proximité. Parce que là aussi, avant la ville du quart d'heure, il y avait le fameux bouquin assez célèbre de Philippe Madec qui s'appelait La ville en pantoufles, qui est paru, je crois, en 2009, qui déjà finalement exposait tous les préceptes de la ville du quart d'heure, mais ne parlait effectivement que, enfin, mettait l'accent sur la nécessité de reconsidérer la marche à pied comme une mobilité à part entière, puisqu'à l'époque, hein, on l'excluait des études de mobilité. Et puis avant ça, même il y a eu donc le livre de Serge Salas sur les formes et les villes, qui lui, pour le coup, théorise plutôt la marchabilité des tissus selon leurs caractéristiques. Donc voilà, je pense que en fait, les choses ne s'opposent pas, mais que, et je pense d'ailleurs que c'est ce qui a un petit peu embêté Carlos Moreno quand on l'a justement accusé de liberticide, c'est que finalement la ville du quart d'heure effectivement gère l'hyper-proximité, mais qu'il faut la rapprocher en fait aux autres théories de l'accessibilité pour gérer les territoires un peu plus importants, et notamment la liaison entre plusieurs centralités. Donc je voulais juste préciser quand même que toutes ces notions, c'est pour ça que je remercie beaucoup Ludovic et Serge, mais finalement, dans les rendez-vous de la SFU, enfin, j'en ai deux en tête qui viennent vraiment compléter le discours d'aujourd'hui. Il y en a un qu'on a fait récemment sur la décarbonation des mobilités, dans lequel on a effectivement revisité toutes ces théories de l'accessibilité et la place de la marche à pied. Et puis, il y en a un qui est plus ancien, qui s'appelait densité-intensité, dans lequel justement, Charles, tu vas trouver réponse à tes questions, puisqu'il y a quand même, on va dire, une vingtaine d'années maintenant, le schéma d'aménagement régional de la Réunion avait été réalisé déjà sur ces analyses finalement des relations entre les centralités et le reste du territoire. Je peux… Excuse-moi. Oui, Chantal, vas-y. Je voudrais seulement compléter ce que tu disais à propos de Poulit. Poulit a été directeur général de Marne-la-Vallée, voilà, de l'établissement public. Oui, tout à fait. Et je voudrais rappeler aussi que nous avons eu aussi un rendez-vous sur le thème des villes nouvelles. Absolument, voilà, sur la ville nouvelle. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, Ludovic et Serge, il est 19h30, donc il faut qu'on s'approche de la fin. Voilà, ce que je vous invite peut-être, c'est à refaire à répondre peut-être aux dernières interventions, et puis à faire une petite conclusion rapide, et puis après, je pense qu'on bouclera ce débat passionnant. Moi, je voulais dire qu'on a été très contents de cette première expérience avec votre mode de fonctionnement, là, de pouvoir porter à votre connaissance nos sujets. Moi, la conclusion, c'est que on voit bien que c'est une démarche, et vous avez fait ce retour un petit peu historique de tout ça vient. Nous, on est parti que du Covid, mais c'est vrai que ce travail a été réfléchi longtemps à l'avance, qu'on est en perpétuel questionnement, qu'aujourd'hui, on a à la fois la chance d'avoir des bases de données techniques beaucoup plus nombreuses. Alors, la fiabilité, on demande encore à voir, et on comprend bien qu'on est sur cette pelote, c'est que plus on croise, plus on a envie de croiser des données pour arriver vraiment à être dans une perfection d'analyse pour essayer de bâtir la ville de demain la plus idéale, c'était la question du début, la plus idéale possible, sachant qu'aujourd'hui, avec les évolutions sociétales, l'idéal change vite d'attente et de besoin. On reste perfectible. C'est une première analyse aujourd'hui qui trouve sa réponse pour accompagner un peu mieux, je pense, même si je rejoins monsieur que tout n'est pas public, les politiques publiques, on reste, nous, dans notre métier de base, d'être un outil d'aide à la décision et d'apporter cet éclairage. Voilà. On est conscient, et encore plus sur le territoire de la métropole ALP, que le maillage est l'étape 2 de cette mise en réseau des polarités, sans vouloir faire des villes idéales où justement on serait dans un enfermement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, et que la jeune génération est là pour
On peut permettre à la fois de nous améliorer demain, peut-être à Bilbao déjà. Ah oui, oui, alors bravo, tu n'étais pas là, mais on a partagé en préambule vraiment notre ravissement que tes travaux soient exposés à Bilbao. Et on te félicite déjà d'avance pour tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Je pense, Théo, que tu vas porter la parole auprès de nos partenaires européens qui sont très intéressants. Et pour la petite histoire, en fait, il y avait 20 concurrents pour présenter ce projet de jeunes urbanistes. Et Théo a été retenu dans, d'abord les 10 premiers et le top 3-4 de la sélection. Donc, je pense que ça va beaucoup intéresser et bravo et bientôt à Bilbao. Ouais, chapeau Théo. Très bien. Ben, écoutez, donc merci je pense qu'on va conclure sur cette bonne note et on est tous derrière Théo pour aller à Bilbao festoyer son succès. Merci encore. Les t-shirts, les t-shirts, voilà. Merci beaucoup Ludovic et Serge, c'était vraiment très intéressant et encore un sujet vraiment d'actualité. Donc, le sujet rejoindra tous les autres rendez-vous d'ici une quinzaine de jours maximum. Voilà, on vous avertira quand tout ça sera en ligne et n'hésitez pas à aller voir donc les sujets qu'on a déjà travaillé un petit peu dans la même thématique. Et puis à rejoindre la SFU si évidemment le cœur vous en dit. Un très très grand merci et une très très bonne soirée. N'hésitez pas à aller sur notre site, on a beaucoup de travaux qui complètent ou qui développent, qui déclinent ce qu'on vous a dit, donc opa.fr et éventuellement revenez vers nous s'il y a d'autres sujets qu'on aurait développés que vous avez envie qu'on vous expose plus en détail. Entendu, c'est noté. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir.